Allez, bien, écoutez, bonjour à toutes et tous. On va commencer et donc cette conférence qui s'inscrit donc dans la semaine de la dénutrition et la lutte contre la dénutrition. Hein. Et nous avons le plaisir, bien sûr, d'accueillir également aujourd'hui sous la baguette de Jérôme Gage. Bonjour Jérôme. Bonjour. Qui est le coordinateur, celui qui a impulsé et qui pousse et qui tire cette semaine au gré d'une actualité bien sûr focalisée et on l'est tous sur le Covid, mais on va voir au gré des échanges qu'il y a aussi peut-être quelques liens à faire avec la thématique d'aujourd'hui, hein, qui est la dénutrition et le cancer. Donc pour cela, Jérôme, sans plus tarder, je vous laisse la parole, sachant qu'on commence à 11 heures, on finit pour des impératifs d'engagement professionnel à midi, que les échanges seront enregistrés et qu'on aura bien sûr que tout le monde aura le plaisir de pouvoir les retrouver soit sur le club PAPH d'Idealco, soit bien sûr sur le site Lutte contre la dénutrition et mise au service de tous ceux qui pourront soutenir et se connecter sur le collectif. Donc, une quinzaine de minutes, une trentaine de minutes de présentation, un petit film d'une dizaine de minutes, et ensuite questions-réponses et échanges avec tous ceux qui voudront en savoir encore plus. Jérôme, je vous laisse la parole pour présenter nos invités. Merci beaucoup, Patrice. L'occasion pour moi donc de remercier Idealco, la plateforme collaborative qui a accueilli ces webinaires durant la semaine de la dénutrition. C'était très sympa de votre part de nous accueillir sur votre plateforme et de nous offrir votre logistique et aussi votre réseau. En effet, c'est donc le 5e webinaire organisé dans le cadre de cette semaine nationale de la dénutrition. Le premier avait été lancé depuis le ministère de la Santé et des Solidarités. C'était le 12 novembre dernier, avec l'intervention de la ministre déléguée chargée de l'autonomie, Brigitte Bourguignon, et bien évidemment celle des ceux qui portent cette semaine, le professeur Éric Fontaine, qui est le président du collectif de lutte contre la dénutrition, Agathe Reynaud-Simon et Joseph John Baranès. Nous sommes retrouvés ensuite le 13 novembre pour un webinaire spécifique consacré à dénutrition et Covid. Lundi, nous étions sur la thématique dénutrition et personnes âgées, et hier sur la prévention de la dénutrition, avec notamment notre grand témoin et marraine Michel Delaunay qui est intervenu. Et aujourd'hui, je veux remercier nos deux intervenants, le professeur Xavier Buterne du CHU de Nice et Magali Ponce, qui est diététicienne à l'Institut Gustave Roussy, pour ce focus sur un sujet central. Sans plus tarder, je vais leur céder la parole, en vous rappelant donc que vous avez la possibilité, comme à chaque fois, de poser vos questions sur Zoom avec le petit icône QR, et pour ceux qui nous suivent sur Vimeo, à travers l'onglet en haut à droite ou en haut à gauche, pour pouvoir poser vos questions. Vous pouvez naturellement continuer à suivre tous les événements de la Semaine nationale de la dénutrition. Il y en a plus de 2500 organisés en France sur le site lutte-contre-la-dénutrition.fr, relayés sur les réseaux sociaux, et continuer cette mobilisation qui est patente et qui est importante à l'occasion de cette semaine. Voilà, merci à toutes et à tous. Professeur Xavier Buterne, c'est à vous. Merci beaucoup. Merci d'avoir organisé cette semaine de lutte contre la dénutrition. Ça fait un peu plus de 30 ans que j'attendais ça, donc c'est merveilleux. Je suis très, très heureux et merci de m'avoir invité. Donc, je vais vous parler avec Magali Ponce de dénutrition et cancer, pour dire d'abord que c'est pas rien, c'est quelque chose d'important. En témoignent ces deux études que j'avais pilotées. Donc, la première fois donc, en 2005 sur 1903 patients, la deuxième fois on l'a refaite en 2012 sur 2155 patients, un jour donné, dans les établissements de santé, français, publics ou privés. Et vous voyez, le chiffre important, c'est ça, c'est 39% de patients dénutris. La définition de la dénutrition à l'époque était très simple, elle a un petit peu changé, Magali va vous l'expliquer, mais globalement, ça ne va pas changer énormément les chiffres. C'était une perte de poids de 10% par rapport au début de la maladie, et ou un indice de masse corporelle inférieur à 18,5 pour les sujets de moins de 70 ans et 21 pour les sujets de plus de 70 ans.
Donc, c'était une photographie un petit peu de l'état nutritionnel de nos patients qu'on soigne tous les jours dans nos établissements de santé, avec évidemment, vous voyez, les cancers digestifs, et c'est pour ça que je suis là, le pancréas, l'œsophage, l'estomac qui sont en tête, avec des taux de dénutrition, vous voyez, considérables, 67% des patients. Hein. Le côlon rectum, qui est considéré comme un cancer finalement peu cachectisant, mais vous voyez, on est quand même à 39%. Et puis, ce qui est remarquable, c'est que ça se reproduit d'une étude à l'autre. On est voyez, à 35% là sur le côlon rectum. Et puis, des cancers moins, évidemment, cachectisants, comme la prostate et le sein. Alors, ce qui est important aussi, c'est à comprendre, et vous avez parlé de sujets âgés dans un précédent webinaire, eh bien, c'est qu'il y a une sorte de synergie, si vous voulez, entre le fait d'avoir un cancer et le fait d'être âgé. Et ça, on l'a bien montré dans l'étude NutriCancer 2, puisque vous voyez que la prévalence de la dénutrition chez les patients de moins de 70 ans était dans les chiffres que je vous ai annoncés là, 38-39%. Elle augmentait chez les 70-80, et puis encore plus élevée chez les plus de 80 ans. Et vous voyez ici les différences de prévalence de dénutrition dans les différents types de cancers chez les moins de 70 ans et plus de 70 ans. Donc, l'oncogériatrie qui s'est considérablement développée en France dans les 5 dernières années a un rôle majeur pour sélectionner nos patients et pour évaluer l'état nutritionnel des patients parce que, bien évidemment, la prise en charge va être différente. Alors, pourquoi les patients sont dénutris ? Très simplement, il ne faut pas trop aller chercher midi à 14 heures, finalement, c'est soit parce qu'ils ne mangent pas, soit parce qu'ils ont un trouble métabolique qui est lié à la tumeur, soit parce qu'ils ont une conséquence des traitements. Hein. C'est ce qui est représenté ici sur ces 3 cercles. Alors, la prise alimentaire, vous voyez, on l'avait étudié dans l'étude NutriCancer, on avait demandé aux patients, vous voyez, très simplement, et ça, on peut recommander ça, de faire ça régulièrement, je pense que Magali nous le confirmera, même si l'évaluation des diététiciennes après est beaucoup plus précise, mais en gros, en dépistage, et vous le verrez dans le film tout à l'heure, finalement, hier, est-ce que vous avez mangé normalement ? Hein, et vous mettez 10, normalement pour vous, pour votre appétit habituel, ou pas du tout, et vous avez une échelle entre 0 et 10. Comment on évalue la douleur ? Quels sont les résultats ? Un jour donné, dans l'établissement français public ou privé, 15% des gens disent « j'ai rien bouffé », rien du tout. Hein. 3 à 6, c'est vraiment pas grand-chose, 27%. 6 à 9, c'est un peu mieux. Et seulement 30%, 29,5% des patients ont mangé normalement. Donc, des gens qui viennent en consultation, en radiothérapie, en hôpital de jour de chimiothérapie, etc. Voilà la réalité aujourd'hui. Voilà. Et bien évidemment, il faut s'en occuper. On ne s'en occupe pas probablement suffisamment. C'est une diade un petit peu compliquée pour vous montrer que, vous voyez, la cause de la baisse des AGSA, pourquoi je mange moins, pourquoi vous mangez moins, on avait posé la question aux gens. Ben, globalement, la réponse principale, c'est « j'ai pas faim ». Et c'est un peu plus chez le sujet âgé, hein, vous voyez, pratiquement 80%, que chez le sujet plus jeune où il y a d'autres causes, troubles du goût, nausées, vomissements, fatigue, troubles de la déglutition, constipation, etc., etc. Mais globalement, c'est ça, j'ai pas faim. Alors pourquoi ils n'ont pas faim, les gens ? Pourquoi ils n'ont pas faim ? Ben voilà, c'est pour ça. Alors on va évidemment pas le détailler, c'est pas le lieu et le temps, mais globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des troubles du contrôle de l'appétit qui sont favorisés entre autres par le cancer, mais aussi par la dépression, mais aussi par les traitements, etc. Mais par le cancer, vous voyez, vous avez des substances cytokiniques qui sont sécrétées par les tumeurs et qui, en gros, inhibent les parties dans l'hypothalamus, le système qui stimule la prise alimentaire et qui stimule le système qui inhibe la prise alimentaire. Alors évidemment, on aimerait bien avoir des médicaments pour traiter ça. Pour l'instant, c'est à l'état de recherche chez la souris. J'espère qu'on le verra un jour parce que ça serait quand même très intéressant et c'est assez désespérant de voir ces gens qui n'ont pas faim. Je vous ai parlé de troubles métaboliques. Une vieille étude, hein, mais on voyait ici le métabolisme énergétique des patients qui est mesuré. La normale, ça serait ici. Vous voyez, on attendrait à avoir une courbe de Gauss. Et bien évidemment, la courbe de Gauss est déplacée sur la droite. Donc, il y a un hypermétabolisme. Et ce n'est pas négligeable d'avoir 10% d'hypermétabolisme s'il n'est pas compensé par la prise alimentaire. Et c'est ce qui est montré là. Hein, c'est-à-dire que les hypermétaboliques, par rapport à leur dépense énergétique, ne mangent pas plus. Eh bien, ça peut aboutir à une modification pondérale de l'ordre de 10 kg sur une année. Hein. Donc, ce n'est pas rien d'avoir un hypermétabolisme. Et il y a des tumeurs qui entraînent un hypermétabolisme, pas toutes, ça dépend. Hein. Deuxième élément sur lequel je voulais insister, c'était qu'est-ce qu'entraîne la dénutrition sur le pronostic. Hein. Eh bien, voilà, vous voyez, c'est une diapositive
avec du texte, ce qui n'est pas bien. Normalement, on ne fait pas ça en communication, mais j'ai fait exprès pour dire, voilà, il y a plein de choses. Et finalement, on peut le résumer comme ça. C'est la perte de chance. Le malade dénutri, il a moins de chances de pouvoir recevoir les traitements, de pouvoir aller jusqu'au bout de ces traitements, parce qu'il y a plus de risques d'infection nosocomiale, parce qu'il y a plus de complications, parce qu'il y a une diminution de la réponse à la chimiothérapie, etc. Tout ce que j'ai mis là, c'est parfaitement démontré par des études, on ne va pas le détailler. Retenez ça, et c'est ça qui intéresse l'oncologue. On lui dit, voilà, votre patient, il est dénutri, il a perdu 10% du poids du corps, eh bien, il risque de moins bien tolérer votre chimiothérapie, et donc, évidemment, on va arrêter plus tôt, et donc, évidemment, le cancer sera moins rapidement en rémission. Voilà. C'est cette notion de perte de chance qu'il faut vraiment retenir. Alors, je ne peux pas résister à vous montrer cette étude, parce qu'avec Stéphane Schneider, on avait monté cette étude il y a quelques années dans notre hôpital, et à l'occasion d'une campagne de dépistage des infections nosocomiales, on avait demandé à nos étudiants du DU de nutrition d'évaluer l'état nutritionnel des patients. Eh bien, vous voyez, chez les non dénutris, la prévalence d'infection nosocomiale était de 4,4%, elle était de 7,5% en cas de dénutrition modérée et de 14,6% en cas de dénutrition sévère. Et en analyse multivariée, finalement, on avait 5 fois plus le risque de faire une infection nosocomiale, donc une infection attrapée à l'hôpital, que quand on était dénutri que pas dénutri. Autrement dit, si vous mettez par exemple un cathéter à un patient, s'il est dénutri, il a 5 fois plus de risque de l'infecter que s'il ne l'est pas. C'est tout ça, si simple que ça. Hein. Alors, c'est un peu ce concept, finalement, de dénutrition nosocomiale, alors un peu attrapé à l'hôpital, et puis qui favorise l'infection nosocomiale. C'était la première fois qu'on mettait en avant ce contexte, et ce papier a été cité de très nombreuses fois. Alors, vous voyez ici une étude que j'aime bien parce qu'elle n'est pas faite par des nutritionnistes, elle est faite par des oncologues. Et vous voyez, c'est fait sur 20 000 patients qui avaient un cancer colorectal, donc c'est l'ARCAD, hein, c'est l'aide à la recherche en cancérologie digestive. Et ils ont évalué finalement la survie, hein, et la survie sans progression de patients qui avaient un cancer colorectal en fonction de leur indice de masse corporelle. Alors bon, c'est l'épidémiologie, c'est un peu brut, hein, mais vous voyez que globalement, on voit que les patients dénutris ici avec un indice de masse corporelle inférieur à 20 ont un risque 1,6 plus un risque 1,6 de décéder par rapport au creux finalement du U, on va dire, mais ce n'est pas tout à fait un U, hein, puisque vous voyez qu'on a l'impression d'avoir un petit surpoids, même protégé. Alors après, l'intervalle de confiance, il s'écarte, donc c'est difficile de dire que si quelqu'un a un IMC à 50, il a un meilleur pronostic. Mais globalement, ici, la courbe, elle s'infléchit, elle devient presque plate avec un indice de masse corporelle à 28. Donc vraiment, il y a une sorte de protection par un bon état nutritionnel, c'est-à-dire probablement une bonne masse grasse, mais également une bonne masse maigre. Alors cette étude, elle est terrible, elle est très riche, je la cite tout le temps, elle date de 1989. Heureusement qu'on ne la verra plus jamais. C'était à l'époque où on ne savait pas que la nutrition c'était important, donc c'est des jeunes enfants qui avaient une leucémie, 43. Ils ont bénéficié d'un programme de chimiothérapie comme on le faisait à l'époque et ils ont eu le même pronostic, ils avaient la même gravité de la leucémie au départ et ils ont été, on a évalué leur survie tout simplement en fonction de leur état nutritionnel. Et vous voyez que les enfants bien nourris, ben, ils avaient une survie bien meilleure que ceux qui étaient dénutris. Et l'explication de ça, c'est que les enfants dénutris, ils ont dû arrêter les traitements, ils ne supportaient pas et donc ils ont récidivé plus que les enfants non dénutris. Donc ça illustre parfaitement cette notion de perte de chance dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, on peut faire même mieux, puisque maintenant, vous voyez, on n'évalue plus. Alors, vous avez cette courbe ici, hein, bien, vous la retrouvez là. Alors là, c'est quoi? On a voyagé, on est à Edmonton, au Canada, hein, et c'est l'équipe de Vicky Barakos qui, la première, a dit, mais ce n'est pas seulement le poids, ce qui est important, c'est le muscle. Donc, avec des coupes scanographiques qui sont faites donc, en L3, et vous savez que tous ces patients qui ont des cancers ont beaucoup de scanners, donc il est facile avec un logiciel d'évaluer la masse musculaire, vous voyez ici en rouge, eh bien, on peut déterminer s'ils ont une masse musculaire qui est entre guillemets normale ou diminuée. On peut également le faire avec la force musculaire, mais là, c'était avec la masse. Et bien, vous voyez que ceux qui n'ont pas de sarcopénie, la sarcopénie, c'est la perte de masse musculaire, eh bien, ont un pronostic meilleur que ceux qui avaient de la sarcopénie. Ici, c'était des patients obèses avec un cancer digestif ou pulmonaire, et vous voyez que le pronostic est différent
Donc, le dépistage de la sarcopénie fait de plus en plus partie de l'évaluation nutritionnelle. Et maintenant, il y a de multiples publications qui démontrent que les traitements sont moins bien supportés quand les patients ont une sarcopénie. La Société francophone Nutrition clinique et métabolisme a donné des recommandations. En gros, elle disait qu'une perte de poids de 10% par rapport au poids habituel ou au poids de forme dans les 6 mois qui précèdent le geste chirurgical est un facteur de mauvais pronostic. On parle de 5% même en oncologie médicale. Elle a donné des recommandations. Le but de la nutrition thérapeutique, donc s'occuper de ces patients, voir une diététicienne, enrichir l'alimentation, donner des compléments nutritionnels oraux, mettre en nutrition entérale, mettre en nutrition parentérale, selon les cas, bien évidemment, on ne va pas détailler. C'est pour éviter l'apparition des complications en rapport avec l'état carentiel et diminuer les comorbidités des traitements, dans le but de favoriser la faisabilité complète des protocoles et aussi pour maintien et amélioration de la qualité de vie. Voilà les besoins. Je vais passer pour arriver sur ma dernière slide. Finalement, que j'essaie de résumer ici, mais on va en reparler, ce qu'il faudrait faire à minima chez tous les patients, évaluer les agestats, les peser, hein, c'est la moindre des choses, les peser à chaque fois qu'ils viennent, à chaque consultation, à chaque passage en hôpital de jour, à chaque séance de radiothérapie, etc. Envisager le problème nutritionnel dès l'annonce du diagnostic, et vous le verrez dans le film, expliquer l'importance du problème au malade, leur demander de se peser, faire un diagnostic nutritionnel, donner des conseils de base. Par exemple, comment manger pendant la chimiothérapie. Ici, les diététiciennes du service avaient ce petit fascicule qu'on remet, évidemment, qu'on explique aux patients puis qu'on remet ensuite. Définir l'objectif nutritionnel, 30 à 35 kilocalories, 1,2 à 1,5 grammes par kilo et par jour de protéines, maintien du poids, réévaluer à chaque fois, bien sûr, et envisager une prise en charge personnalisée dans chaque situation. Voilà, je vous remercie et je vais laisser la parole à Magali Ponce pour la suite. Alors, je vais partager juste mon écran. Jérôme, on fait les questions à la fin, hein? Est-ce que c'est bon pour le partage? C'est parfait. Bon? Ok, super. En tout cas, merci Magali, c'est à vous. Bonjour à tous. Donc, c'est vraiment un vrai plaisir d'intervenir en binôme là, avec le professeur Ebuter au cours de cette semaine de la dénutrition. Donc, il vient de vous être présenté la prévalence de la dénutrition, les causes, les conséquences, les besoins nutritionnels. On va un peu plus approfondir ce qu'il faut faire pour prendre en charge cette dénutrition. Donc, je vous propose qu'on y aille dans la présentation. Donc, la dénutrition, justement, une définition. Donc, la dénutrition, ça résulte d'une balance protéino-énergétique négative, c'est-à-dire qu'on a des entrées qui sont inférieures aux sorties qui sont plus importantes. Tout ça, ça va entraîner un état pathologique, donc du fait de ce déséquilibre entre des apports insuffisants et des besoins nutritionnels augmentés, qui va s'accompagner par une modification de la composition corporelle, avec notamment une perte de masse maigre, et puis également avec une atteinte fonctionnelle. Alors, le professeur Ebuter vous en a déjà parlé donc sur la réduction des apports alimentaires. Donc, je vais un peu plus détailler les causes de cette réduction des apports alimentaires. Donc, il y a des troubles de l'appétit, une anorexie qui peut être d'origine tumorale, avec les troubles de la régulation de l'appétit qui vous ont été expliqués. Une anorexie liée à des perturbations digestives et sensorielles, et également une anorexie qui est liée tout simplement à l'état général du patient. Il y a la satiété précoce, le patient, il a faim, il mange, mais au bout de quelques bouchées, il n'a plus faim. Donc ça diminue énormément les prises alimentaires. Les troubles du goût et de l'odorat, une perte de goût totale, la gueusie, des très mauvais goûts dans la bouche comme la dysgueusie, une perte d'odorat, et ça également, ça va perturber les apports alimentaires. Des nausées et des vomissements, on le verra, qui sont souvent liés aux effets secondaires des traitements. Des aversions alimentaires, alors qui sont liées justement à ces périodes parfois de vomissement, puisque lorsqu'on a une période de vomissement, après avoir mangé certains aliments, le cerveau va associer l'aliment au vomissement, mais ça peut être aussi lié au forcing alimentaire, les aidants qui veulent pousser un petit peu le patient à manger, aller encore quelques bouchées, et puis ça peut entraîner des vomissements, et puis petit à petit, comme ça, le patient a moins de choix alimentaires et réduit ses prises alimentaires. Des troubles de l'humeur, des manifestations dépressives, de l'anxiété, tout ça va perturber les apports alimentaires.
des douleurs non contrôlées. C'est pour ça que c'est vraiment important de travailler avec l'équipe médicale, avec l'équipe de la douleur pour contrôler ces douleurs, parce que quand on a mal, on ne mange pas. Et on aura beau donner tous les conseils qu'on voudra, à partir du moment où le patient a mal, ça va être compliqué de lui faire augmenter ses prises alimentaires. Les effets secondaires au traitement, nausées, vomissements, on vient d'en parler. La fatigue, l'asthénie, patient fatigué qui passe ses journées à somnoler, à dormir, forcément va diminuer ses prises alimentaires. La mucite avec ses ulcérations dans la bouche, ces aftes très, très douloureux qui peuvent être même sur tout le système du tube digestif. L'œsophagite, l'inflammation vraiment de la mucose de l'œsophage. La salive, il va y avoir une absence de production de salive et donc ça va réduire les prises alimentaires parce que la salive, ça participe au goût, ça participe aussi au fait d'avaler, de déglutir ces aliments. Les perturbations au niveau du transit, la diarrhée, la constipation. Il peut y avoir également tout ce qui est régime restrictif, du jeûne, alors en lien notamment à des examens, par exemple à des périodes de chirurgie, mais également des périodes de jeûne qui sont volontaires de la part du patient et qui vont forcément réduire les prises alimentaires. Des troubles de l'ingestion avec des difficultés d'ouverture buccale, des problèmes de mastication, de déglutition, des troubles de la conscience, l'incapacité fonctionnelle, la dyspnée, un patient qui est dyspnéique, forcément, le fait de respirer va prendre, il faut respirer il faut vivre, il faut respirer, donc forcément, ce qui va prioriser, c'est la respiration par rapport à la déglutition. On ne peut pas déglutir et respirer en même temps, essayez, vous verrez que ça sera impossible. Et donc ça va aussi faire que les prises de repas vont être très longues et donc diminuer les prises alimentaires. Un obstacle digestif, ça peut être lié justement à une tumeur. Le patient a faim, mais le repas n'arrive pas jusqu'à l'estomac. Une maldigestion, une malabsorption. Le patient mange, il peut même avoir des hyperphagies, donc beaucoup manger, mais malheureusement, tout ce qui va être absorbé ne va pas être utilisable par l'organisme. Et puis, on l'a vu, donc il y a des prises alimentaires qui sont diminuées, et puis à l'augmentation des besoins. Donc, il y a la tumeur qui sécrète donc des TNF-alpha qui vont intervenir dans la stimulation de médiateurs chimiques de l'inflammation et ça va entraîner à la fois une lipolyse du tissu adipeux, mais également une insulinorésistance. Il va y avoir une augmentation de la production de glucose par la néoglucogénèse hépatique. Et tout ça, ça va entraîner une protéolyse. C'est-à-dire que le muscle va être grignoté. Il va vraiment se réduire. Et puis, tout ça fait que ça augmente les besoins à la fois caloriques et protéiques. Et c'est les besoins nutritionnels que vous a présenté le professeur Ébuterme, avec des besoins quotidiens de 30 à 35 calories par kilogramme de poids actuel et par jour, et 1,2 à 1,5 g de protéines par kilogramme de poids actuel et par jour. Alors, c'est important de dépister tôt pour mieux prendre en charge cette dénutrition, mais comment la dépister et à quel moment tirer cette sonnette d'alarme? Alors, il y a des outils très simples, des outils de dépistage et des outils de diagnostic, c'est deux choses différentes. L'idée de l'outil de dépistage, c'est qu'il faut qu'il soit facile à utiliser, très simple, reproductible, utilisable vraiment par tout le monde et pour tout le monde. Il ne faut pas un outil pour tel type de patient, un outil pour tel type, sinon ça devient compliqué. Et il faut que ce soit peu coûteux. Et on va voir justement, ça a déjà été un peu exposé avant, mais tout ce qui est vitesse d'amaigrissement, indice de masse corporelle, ingesta, fonction musculaire, voilà, ça va être des indicateurs qui vont nous aider à dépister. Et puis, il y a des outils plutôt diagnostiques où là, on va être encore plus précis, plus fiable, avec notamment le système du scanner qui a été présenté par le professeur Ébuterme, la pédensmétrie, l'absorptiométrie biphotonique. Alors, pour dépister, diagnostiquer, on peut utiliser justement les recommandations qui sont sorties, qui ont été mises à jour en novembre 2019 par l'HAS. Et donc, on va regarder un petit peu ce qui est dit dans ces recommandations. Donc, en fait, il faut deux critères. Un critère phénotypique, donc soit une perte de poids supérieure ou égale à 5% en un mois ou supérieure ou égale à 10% en 6 mois ou 10% par rapport au poids habituel, ou un IMC inférieur à 18,5 ou une réduction quantifiée de la masse musculaire et ou de la fonction musculaire. À ce critère phénotypique, il s'ajoute un critère étiologique, donc de cause, donc une réduction de la prise alimentaire supérieure à 50% pendant plus d'une semaine, etc., ou une absorption réduite, ou une situation d'agression et la pathologie cancéreuse en étude. Et donc, quand on va associer un critère phénotypique à un critère étiologique, on va avoir cette dénutrition
puis après, on va pouvoir grader cette dénutrition. Est-ce qu'elle est modérée ou est-ce qu'elle est sévère? Pour qu'elle soit modérée, on va être sur un indice de masse corporelle entre 17 et 18,5, une perte de poids supérieure à 5% en un mois, 10% en 6 mois par rapport au poids habituel, ou l'albuminémie supérieure à 30 et inférieure à 35. Et pour qu'elle soit sévère, cette dénutrition, on va être plus sévère au niveau des indicateurs, avec un IMC inférieur ou égal à 17, une perte de poids de 10% en un mois ou 15% en 6 mois par rapport au poids habituel, donc plus importante et plus rapide, ou une albuminémie inférieure ou égale à 30. Pour la personne âgée, les recommandations n'ont pas encore changé, c'est en cours. On reste de toute façon sur les recommandations qui avaient été émises en 2007, avec la perte de poids supérieure ou égale à 5% pour la dénutrition ou 10% en 6 mois, l'indice de masse corporelle inférieur à 21, l'albumine inférieure à 35 et le MNA inférieur à 17 pour la dénutrition sévère. On est sur du 10% de perte de poids en un mois ou 15% en 6 mois, l'IMC inférieur à 18 ou l'albuminémie inférieure à 30 grammes par litre. Alors donc, vous l'aurez compris, il faut peser les patients. Ça, c'est important et il faut se peser quand on est patient, c'est très très important. Un poids déclaratif, ce ne sera pas suffisant. On peut très bien avoir perdu du poids en l'espace de 5 jours. Donc, il faut vraiment se mettre sur la balance et savoir combien on le pèse. Et puis, avoir une idée de cette cinétique de poids, combien je pesais il y a un mois, combien je pesais il y a 6 mois, pour voir justement si j'ai perdu du poids et si j'en ai perdu rapidement. Et puis, on l'a vu, il y avait également un autre indicateur qui était la mesure de la fonction musculaire ou de la masse musculaire. Et donc, il y a à la fois des appareils de mesure qui sont très simples à utiliser, qui sont le dynanomètre, c'est les deux petites machines que vous voyez en haut, soit un système Jamar ou un système un peu plus léger plastifié. Et donc, on va mesurer la force de préhension avec la main du patient pour voir quelle est sa fonction musculaire. On peut utiliser le scanner, hein, on l'a vu tout à l'heure, avec l'indice de surface musculaire en L3. Les appareils de mesure comme l'impédancemétrie ou le DEXA, donc l'absorption biphotonique. Et également, pour la fonction musculaire, on peut faire tout simplement un test de vitesse de marche. Et là, on va avoir des indicateurs plus précis donc, sur la fonction et ou la masse musculaire. Et puis, les ingestats. On en a parlé juste avant. Donc, il y a ces réglettes d'ingestat. Alors, soit des ingestats avec une réglette visuelle, ou alors la question peut être posée également oralement et ça fonctionne très bien. Il y a des études qui l'ont montré. Donc, la question, elle est très simple. Si vous considérez que quand vous êtes en bonne santé, vous mangez 10 sur 10, à combien évaluez-vous votre prise alimentaire en ce moment entre de 0 à 10? À partir du moment où vous donnez un indicateur, vous mettez l'échelle à 7 ou en dessous de 7, on peut se dire que là, il y a soit un risque, soit un gros risque de dénutrition, soit on est dénutri. Donc, c'est vraiment un outil très simple que tout le monde peut utiliser, tout soignant, et également quand on est patient, de se poser soi-même cette question et puis donc du coup d'alerter. Et puis, on peut aussi travailler avec les diététiciens qui sont experts pour pouvoir évaluer plus précisément les ingestats, alors à la fois au niveau quantitatif, mais qualitatif, avec un interrogatoire alimentaire sur ce qui a été mangé il y a 24 heures, sur la semaine, par exemple, ou éventuellement faire remplir un journal alimentaire pour calculer plus précisément quels sont les apports protéinés énergétiques du patient sur une durée. Alors, comment la prendre en charge, cette dénutrition ? Il y a donc l'arbre décisionnel du soin nutritionnel qui est proposé par la Société francophone de nutrition clinique et métabolisme, qui en fonction de l'état nutritionnel du patient et en fonction de ses prises alimentaires, va soit conseiller une alimentation enrichie ou la mise en place d'une complémentation orale, ou éventuellement un soutien nutritionnel via une nutrition artificielle. Donc, il faut évaluer la situation nutritionnelle et ça, c'est important de faire cet état des lieux. Quelle est la situation actuelle du patient? Quelle est sa cinétique de poids? Combien de poids il a perdu en combien de temps? Sa taille, son IMC, les valeurs biologiques? Est-ce qu'il y a une fonte musculaire? Est-ce qu'il y a une baisse de la fonction musculaire? Est-ce que cette perte de poids a été rapide? Est-ce qu'il y a des facteurs d'aggravation? Quels sont les traitements en cours? Quels sont les traitements qu'il va y avoir? Est-ce qu'il y a des troubles digestifs? Les prises alimentaires, quelles sont-elles? Est-ce qu'il y a des facteurs socio-économiques? Est-ce que le patient a accès à l'alimentation? Est-ce qu'il peut faire ses courses? Est-ce qu'il peut préparer ses repas? Quelle est la situation d'évolution de la maladie? Est-ce qu'on est sur une prise en charge curative, palliative ou palliative avancée? Les objectifs de la prise en charge nutritionnelle, ils sont très simples. Ils ont déjà été exposés avant, mais on va les récapituler.
couvrir les besoins nutritionnels. C'est l'objectif pour vraiment maintenir ou améliorer l'état nutritionnel. Et l'objectif, ok, ça va être de se dire d'essayer de ne pas perdre de poids, etc. Mais vraiment, l'idée principale, c'est de pouvoir respecter le plan personnalisé de soins du patient, de pouvoir respecter son traitement et faire en sorte qu'il n'y ait aucune interruption de traitement et que le patient ait toutes les chances par rapport à ça. Donc ça, c'est très, très important de pouvoir maintenir l'état nutritionnel pour avoir le respect du traitement. Et puis aussi la qualité de vie. Au-delà de perdre du poids, perdre du muscle, c'est de ne pas pouvoir bouger comme on veut, pas pouvoir aller chercher ses enfants à l'école, être fatigué. Donc l'idée, c'est vraiment de maintenir la qualité de vie. Et donc pour ça, il faut vraiment que cette prise en charge, elle soit précoce pour qu'elle soit vraiment efficace. On va optimiser donc l'alimentation orale. On va ajuster l'alimentation du patient, on va lui conseiller de fractionner, stimuler l'appétit, il va falloir éviter les désagréments pour, par exemple, quand on a un état nauséeux, les odeurs de cuisine, par exemple, peuvent être gênantes, donc on va aller plutôt sur des repas froids, ajouter des collations, adapter les textures, on est fatigué, on a des problèmes pour mastiquer, on adapte la texture, on va enrichir les plats, l'objectif, ça va être d'augmenter la qualité, le nombre de protéines et de calories des repas sans augmenter le volume. On a déjà du mal à manger, donc ça ne sert à rien d'augmenter le volume. Il faut augmenter la valeur calorique et protéinique. On rajoute des protéines sous forme de fromage, de viande, etc., de la matière grasse. On reprend un petit peu de confiture sur la tartine du matin. On oublie les sucres de régime, on oublie les matières grasses allégées. Là, on se fait plaisir et on enrichit. Et puis, on peut avoir recours à la complémentation orale, ces compléments nutritionnels oraux qui ont l'avantage d'apporter sous un faible volume, beaucoup de protéines, beaucoup de calories, et c'est vraiment des outils qui sont indispensables et qui doivent s'accompagner de conseils, et ça c'est extrêmement important, de prise, d'utilisation, le fait de les prendre à distance des repas, de les fractionner, les consommer frais, certains peuvent être chauffés, intégrés dans des préparations. Voilà, c'est important d'accompagner toujours la prescription de compléments nutritionnels oraux, de conseils de consommation. Et puis parfois, malheureusement, même en faisant tout ça, l'alimentation orale reste difficile, on n'arrive pas à couvrir les besoins nutritionnels, ou alors elle est insuffisante, voire carrément impossible. Et à ce moment-là, il faut avoir recours à la nutrition artificielle. Donc soit la nutrition entérale, le tube digestif est fonctionnel, on va avoir recours à la nutrition entérale pour apporter tous les nutriments, les vitamines, les minéraux qui manquent. Ça peut être une nutrition qui est totale, le patient ne mange pas du tout, à ce moment-là, on va apporter les apports que par la nutrition entérale ou partielle. Il y a encore des apports par la bouche, mais ils ne sont pas suffisants et on va compléter. Et puis, ça peut être une nutrition qui est juste provisoire, voire définitive dans certains cas. Et puis, parfois, le tube digestif n'est pas fonctionnel ou il y a certaines contre-indications. La nutrition entérale est impossible ou le patient même refuse cette nutrition entérale. Et à ce moment-là, on va avoir recours à la nutrition parentérale. Et vraiment, cette nutrition artificielle, qu'elle soit entérale ou parentérale, c'est vraiment des outils qui sont indispensables, qui existent. Il faut vraiment les utiliser et c'est des solutions. Il y a toujours une solution pour essayer de couvrir les besoins nutritionnels et d'aider le patient et de se faire aider en tant que patient. Et puis, il ne faut pas oublier l'activité physique. C'est vrai qu'on ne donne pas des conseils nutritionnels sans associer des conseils de reprise d'activité physique. Il faut bouger le corps. Ça, c'est extrêmement important. Même si c'est difficile, qu'on est fatigué, il faut réussir à casser ce cercle vicieux et puis se remettre en mouvement. Parce que l'activité physique, ça va aider à réduire le stress, ça va donner de l'énergie, ça peut stimuler l'appétit, maintenir la masse musculaire. On l'a vu, c'est extrêmement important. Reprendre des forces, aider à mieux dormir et puis aider aussi certainement à réduire certains effets secondaires. Alors, c'est quoi de l'activité physique? C'est pas faire du sport, c'est vraiment bouger. C'est marcher régulièrement, ça peut être monter les escaliers. Et puis après, oui, on peut se faire aider pour avoir des exercices d'activité physique adaptés pour pouvoir pousser un petit peu plus loin cette activité physique. Et donc, pour conclure, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, je suis atteint d'un cancer, que dois-je faire au niveau de mon alimentation, de ma nutrition pour maintenir mon état nutritionnel? On surveille son poids, c'est important. On maintient une activité physique régulière. Il faut adapter son alimentation, enrichir, fractionner, adapter la texture, travailler sur le choix alimentaire. Il faut vraiment être innovant, rechercher tout ça. Veiller à une bonne hydratation, il ne faut pas l'oublier. Toujours dans cet objectif de couvrir ses besoins pour éviter la dénutrition. Et puis, quand ça devient compliqué, et même carrément même dès le départ de la prise en charge, si besoin est,
de ne pas hésiter à consulter un diététicien nutritionniste ou un médecin nutritionniste pour se faire conseiller et accompagner tout au long de sa prise en charge. Voilà, moi j'en ai fini. On va pouvoir enchaîner sur le film qui va vous être présenté par le professeur Ebutin, qui résume parfaitement tout ce qui vient d'être vu. Je vais couper le partage d'écran. Et voilà, c'est à vous. Oui, donc merci. Je vais vous passer un film. Alors, juste avant, je vous explique le contexte. Donc, on avait souhaité, exactement comme vous l'a dit Magali Ponce, essayer d'organiser le dépistage et la prise en charge de la dénutrition de manière très précoce chez le patient atteint de cancer, c'est-à-dire au moment de la consultation d'annonce. Donc, vous allez voir 3 acteurs dans ce film, que sont l'infirmière d'annonce, qui est Sarah Gudicelli, le patient qui va être flouté tout le long, c'est une situation réelle, c'est un vrai patient, et la diététicienne qui va intervenir, qui est Isabelle Bénard, qui est notre diététicienne dans l'unité d'oncologie. Ça dure 9 minutes. Aborder votre diagnostic, votre projet thérapeutique, le déroulement de votre traitement et ainsi que les effets secondaires éventuels. On a parlé aussi de votre prise en charge sociale, de votre famille, de comment ça se passe à la maison, bref, en gros, de votre qualité de vie. J'aimerais qu'on parle un petit peu de votre poids et de votre appétit actuel. Est-ce que vous vous pesez régulièrement à la maison? Oui, je me pèse régulièrement. Je surveille mon poids car j'ai tendance à en prendre facilement. D'accord. Vous serez pesé avant chaque séance de traitement, mais il est important de continuer à vous peser régulièrement à la maison. Si vous êtes d'accord, j'aimerais vous peser et vous mesurer. Vous venez avec moi? Venez, je vais vous mesurer. Plaquez bien les talons. Donc on est à 1,70 m. Quel est votre poids habituel? 82, 83. D'accord. C'était votre poids d'il y a 6 mois? Oui, 1 ou 2 kilos près. D'accord. Parce que là, vous êtes à 80 kg, moins 1 kg d'avis. Ça fait 79 kg. Donc ça vous fait quand même une perte de 3 kg. Elle est récente, cette perte de poids? Je dirais 1 mois. Toutes ces mauvaises nouvelles, ces examens. Je calcule votre indice de masse corporelle. Cet indice, en fait, nous aide à détecter la dénutrition. Votre indice est normal. Cependant, vous avez quand même perdu 3 kilos en 1 mois, ce qui est rapide. Et il est important vraiment de conserver votre poids pendant la durée de votre traitement. Ah bon? J'ai quelques kilos en trop depuis très longtemps. Ça ne me dérange pas d'en perdre. Je comprends bien, mais si vous perdez du poids de manière trop importante ou trop rapide, ça va accentuer votre fatigue. Vous serez plus sensible aux infections et finalement, ça va altérer votre qualité de vie. Il est vraiment important de conserver votre état nutritionnel pendant toute la durée du traitement, quel qu'il soit, chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie. Donc, il faut vraiment essayer de conserver votre poids habituel. Très bien, je comprends. Et sinon, vous avez bon appétit en ce moment? Oui, peut-être que je mange un peu moins que d'habitude, c'est vrai. Vous trouvez donc que vous mangez moins. Vous savez pourquoi? Depuis quand? Depuis le début de ces examens, j'ai une boule à l'estomac qui m'empêche de manger. Je ressens comme un écœurement lorsque je me mets à table. Et je suis plus fatigué que d'habitude. J'aimerais bien évaluer votre appétit, si vous voulez bien. Ici, donc on a une réglette où là, vous ne mangez rien du tout, vous n'avez pas faim. Et ici, vous mangez comme d'habitude. Vous vous situez où, à peu près, en ce moment? D'accord. Donc en fait, on est entre 6 et 7, ce qui correspond à un tiers de moins de vos apports alimentaires. Cette baisse, elle n'est pas anodine. J'aimerais bien que vous rencontriez notre diététicienne qui en fait partie de l'équipe des soins de support dont vous pouvez bénéficier à tout moment. Vous seriez d'accord pour la rencontrer? Oui. D'accord. Vous avez un petit peu de temps devant vous? Je peux voir si elle est disponible? Je ne suis pas pressé. D'accord. Bonjour Isabelle, je te présente Monsieur D. Bonjour monsieur. Voilà, qui va commencer un traitement dans le service. Il a perdu 3 kilos en moins d'1 mois et a diminué d'1 tiers ses ingestes habituels. D'accord. Donc je te laisse faire le point avec lui. Pas de problème.
Au revoir Monsieur D, à bientôt. Je vous reverrai dans le service pendant votre traitement. Au revoir. Merci Marie. Alors, l'objectif de cette prise en charge diététique est à l'heure actuelle de stopper cette perte de poids et durant le traitement de maintenir ce poids. D'accord ? Donc ce que je vous propose, c'est de vous donner des conseils généraux dès maintenant, mais de nous revoir assez rapidement pour vous donner des conseils plus personnalisés et plus adaptés à vos besoins. Donc à l'heure actuelle, votre appétit est diminué, donc vous mangez moins. Vous avez diminué d'un tiers vos apports spontanés, ce qui fait que vous perdez du poids. En fait, vous ne couvrez plus vos besoins énergétiques journaliers. Donc la première mesure à adopter, c'est d'enrichir votre alimentation. À l'heure actuelle, vous mangez des petites quantités, donc on va conserver ces petites quantités, mais on va les concentrer en calories. Ça va nous permettre d'avoir un apport énergétique et protéique plus important. Comment vous enrichiriez par exemple un plat de légumes ? Je pense que préparer des légumes en sauce béchamel est plus riche que consommer des légumes cuits à la vapeur avec un filet d'huile. Voilà, vous avez tout à fait raison. Donc en fait, vous allez utiliser des ingrédients comme du lait en poudre ou du lait concentré que vous allez insérer dans les préparations, dans du lait. Vous allez utiliser du fromage râpé, des œufs pour enrichir ces préparations. D'accord ? Donc la deuxième mesure, c'est de fractionner votre alimentation. Donc, vous mangez des petites quantités, mais vous allez en manger plus souvent dans la journée. Donc une collation à 10 heures, à 4 heures, éventuellement le soir avant de vous coucher, et toujours avec des aliments énergétiques. Et la troisième mesure, qui est pour moi la plus importante à l'heure actuelle, puisque vous avez des difficultés pour vous alimenter, c'est de manger ce qui vous fait plaisir et quand vous avez envie de manger. Voilà, donc si possible dans un cadre reposant, calme, et si possible en bonne compagnie. Plus d'équilibre alimentaire alors ? Alors, dans les moments difficiles où vraiment quand vous avez des difficultés pour vous alimenter, effectivement vous oubliez l'équilibre alimentaire, l'important c'est de manger. Par contre, dès que ça va mieux, dès que votre appétit revient, dans ce cas-là, il est recommandé de retrouver une alimentation équilibrée. D'accord ? Avez-vous des aversions alimentaires qui sont apparues récemment ? Oui, j'ai du mal à manger de la viande par exemple. D'accord. Donc dans ce cas, il ne faut pas insister. Donc vous écartez temporairement cet aliment. Par contre, il vous faut les remplacer par des aliments équivalents sur le plan nutritionnel. Pour la viande, vous le remplaceriez par quoi ? Du poisson ou des œufs. Voilà. Donc je vous propose de vous montrer ce petit livret de conseils. Ce sont des conseils pour enrichir votre alimentation. Waouh, il est tentatif, ça donne envie de manger. C'est l'objectif, d'avoir des plats bien préparés, bien décorés, va stimuler votre appétit. Donc nous vous détaillons les différents groupes d'aliments et leur intérêt nutritionnel. Pour avoir une alimentation équilibrée, il faut, de façon simplifiée, que chaque groupe d'aliments soit représenté à chaque repas. Et vous verrez qu'à chaque fois, vous avez des idées de recettes pour enrichir vos préparations. D'accord ? Donc je vous propose de le lire attentivement et surtout de le faire lire à votre épouse. Je suppose que c'est elle qui cuisine à la maison. Oui, c'est une excellente cuisinière. Je vais lui proposer de venir à la prochaine visite. Ça, c'est une très bonne idée. Comme ça, nous pourrons échanger des astuces culinaires. Et vous avez là un atout majeur pour réussir à reprendre du poids avec ces conseils. Si j'ai bien compris, je dois donc manger différemment. Voilà. Y a-t-il des aliments interdits ? Des aliments à privilégier, des aliments anti-cancer? Non, il n'y a pas d'aliments à supprimer. Vous pouvez manger de tout. Il n'y a malheureusement pas d'aliments miracle. Donc, à l'heure actuelle, ce que vous devez faire, c'est manger, varier, équilibrer et surtout manger ce dont vous avez envie. Beaucoup de livres traitent de l'alimentation anti-cancer. Que faut-il en penser? La plupart des livres dont vous parlez traitent de l'alimentation avant le cancer. Manger varié, équilibré, selon les recommandations du PNNS, le Programme National Nutrition Santé, permet de réduire le risque de survenue de cancer, mais aussi de diabète, d'hypertension ou d'hypercholestérolémie. Donc l'alimentation pendant le cancer respecte ce concept, mais il faut tenir compte de nouveaux éléments dont vous nous avez parlé vous-même. La fatigue qui est apparue, les aversions alimentaires, la perte d'appétit. Donc la mise en place du traitement risque de vous provoquer des effets secondaires tels que des nausées, des vomissements, de la diarrhée,
Donc il faut tenir compte de ces éléments et c'est pour ça que nous préférons privilégier les aliments enrichis en calories. Il faut que vous soyez très prudent et très critique sur ce que vous entendez, sur ce que vous lisez dans les médias. Les professionnels qui vous soignent sont les plus à même de vous donner les conseils. Ces conseils sont adaptés à vos besoins et ils tiennent compte des recommandations médicales actuelles. Merci, merci Xavier. En effet, c'était un complément utile. Alors, il nous reste quelques minutes pour aborder des questions qu'on a reçues via Vimeo et Zoom, et vous pouvez toujours continuer à nous les présenter. Alors, dans un ordre qui n'est pas forcément chronologique, dans une des présentations, vous avez évoqué les origines de la perte d'appétit et on nous interroge sur le glissement psychologique ou sur les facteurs plus psychologiques de la perte d'appétit. Est-ce que ça fait partie des éléments qui peuvent être accompagnés et comment ils peuvent être accompagnés, en gros, le moral, quoi, pour faire simple, ou peut-être un peu réducteur? Je vais répondre, Magali va ensuite compléter de son expérience au quotidien auprès de ses patients. Vous avez vu là, notre patient, il a un cancer du côlon et j'ai une boule là, voilà. Et la boule, elle est psychologique, c'est pas un cancer à l'estomac, c'est une boule psychologique, c'est-à-dire que effectivement, ça atteint le moral et ça fait partie de l'anorexie. Là, je vous ai montré une belle figure avec des mécanismes physiopathologiques, mais il y a tout simplement la perte de morale et évidemment dans l'accompagnement, il faut absolument accompagner le patient dans tous ces éléments. Alors, le fait d'avoir, vous voyez, une infirmière d'annonce qui est très à l'écoute, qui est très empathique, d'avoir une diététicienne, ça va compter beaucoup. Il y a également la prise en charge psychologique avec le psychologue. Et dans le cadre du premier plan cancer, où on avait été, nous, les différents établissements de santé, dotés de psychologues pour accompagner les patients atteints de cancer, et c'est extrêmement important. D'une manière générale, plus on s'occupe d'un patient, mieux ça va être. Et moi, je résume ça un peu sur le terme éducation thérapeutique. On avait lancé un programme d'éducation thérapeutique pour accompagner les patients atteints de cancer qui va voir les différents professionnels. Voilà, et notamment, nous, on avait une professionnelle qui avait beaucoup de succès, qui était une esthéticienne par rapport à tous les problèmes de perte de cheveux, etc. C'était extrêmement important. Voilà, il faut accompagner les patients sur tout ça. Évidemment, le médecin a son rôle et il doit également être à l'écoute et empathique. Et puis après, dans certains cas, il y a des vraies dépressions qu'il faut prendre en charge avec peut-être des médicaments, etc. Ça peut... Oui, je rejoins complètement ce que vient de dire le professeur Edbuterne. C'est vraiment une prise en charge multimodale et c'est tout le temps passé avec le patient à lui expliquer, à l'écouter, à répondre à ses questions et à des différents temps aussi dans sa prise en charge qui va être important. Et le recours notamment à nos collègues psychologues est très important et il ne faut pas hésiter à orienter vers les experts qui pourront prendre en charge le patient quand on sent qu'il a besoin d'un accompagnement plus poussé. Dans certaines situations palliatives, c'est-à-dire palliatives, on n'a pas de traitement très efficace pour ce cancer, eh bien, des études ont comparé des chimiothérapies palliatives, en disant on va réduire un petit peu l'avancée de la tumeur, etc., avec ce qu'on appelle en anglais best supportive care, c'est-à-dire le mieux possible pour aider le patient et l'accompagner. Eh bien, la survie est meilleure. Évidemment, la qualité de vie aussi, chez les patients qui ont le best supportive care. Donc, c'est-à-dire qu'il faut vraiment s'occuper de ces patients, les accompagner. Et ça leur apporte beaucoup. Évidemment, s'il y a un traitement qu'il faut mettre en place, on va le faire. Mais voilà. Alors, je ne sais pas si la question est liée, mais je vous la livre telle qu'elle a été formulée. Comment est-ce qu'on peut faire pour éviter que le cerveau associe alimentation et vomissement? Alors, pour éviter que le cerveau associe, on va plutôt éviter, en tout cas pendant les périodes où il y a ces vomissements, de consommer notamment des aliments qui passent bien habituellement. On va éviter de consommer à ce moment-là aussi les compléments nutritionnels oraux parce que c'est, comme je disais tout à l'heure, des outils indispensables et on va les garder pour ces périodes hors vomissement.
Après, on va essayer de travailler sur tout ce qui va pouvoir accentuer ces nausées, ces vomissements, en essayant d'aller vers des aliments qui génèrent moins d'odeur, d'avoir des astuces de cuisine aussi pour pas que ça génère trop d'odeur. Et donc voilà. Après, s'il y a une technique pour éviter que le cerveau n'associe pas, ça, je ne la connais pas. Mais en tout cas, on essaye de limiter au maximum ces désagréments. Je ne sais pas si le professeur Ebuterne veut parler plutôt médical derrière. C'est un concept qui est bien connu, qui est le phénomène d'aversion alimentaire, qui a été démontré il y a près de 30 ans de ça maintenant, d'abord sur des modèles animaux, et puis après ça a été démontré chez l'homme, en particulier au début, et moi ça me pose des problèmes éthiques chez l'enfant, parce que par exemple on donnait, je sais pas, je donne l'exemple, une glace à la fraise à un gamin qui allait faire sa chimiothérapie, il ne pouvait plus voir les glaces à la fraise, vous voyez, donc c'était une aversion qui se créait. Donc comment lutter contre ça? C'est pas facile, comme l'a dit Magali, mais il faut d'abord l'alimentation normale. Ça ne veut rien dire pour un patient qui a atteint de cancer. À l'hôpital, on donne toujours l'alimentation normale. Est-ce que c'est normal? Qui est normal? Voilà, donc il faut l'adapter. Il faut éviter peut-être les goûts, les odeurs trop fortes, etc. pendant la chimiothérapie. Après, il y a les phénomènes de vomissement, je dirais, mécaniques liés à la chimiothérapie, là, qui sont difficiles. Alors, il y a des traitements pour ça, on va essayer de les éviter. Mais l'aversion alimentaire, elle doit être accompagnée et essayer de trouver l'alimentation qui convient le mieux, peut-être un peu plus neutre pendant les périodes de chimiothérapie, quitte à reprendre ensuite. Alors, une question complémentaire, un peu en perspective. Est-ce qu'il y a justement des perspectives d'amélioration des traitements chimiothérapeutiques à l'origine, dit-on, pour partie de la perte de goût et d'appétit? Est-ce qu'on pourra avoir des traitements qui n'entraînent pas cette perte de goût et d'appétit? Magali, vous avez l'expérience de ça? Non, pas spécifiquement. Après, ce qu'on peut envisager, c'est d'avoir moins d'effets secondaires au traitement, justement en maintenant un état nutritionnel satisfaisant. Ça, c'est une des solutions. Après, est-ce qu'ils sont en train de travailler sur des molécules qui limitent un peu plus ces effets secondaires? Ça, je n'ai pas le recul en tout cas nécessaire pour le moment. Il y a encore des effets secondaires au traitement, mais justement, on peut les limiter en maintenant un bon état nutritionnel et en accompagnant le patient. Je ne sais pas si là-dessus, vous voulez compléter. Vous avez la chimiothérapie classique, avec des drogues qui sont plus ou moins émétisantes. Ça, c'est des choses qui sont bien connues. On sait très bien que tel type de traitement, ça va être une catastrophe, le patient va vomir, mais on est obligé de le faire, etc. Et puis, il y a des traitements un peu plus modernes qui sont en plein développement, qui sont par exemple l'immunothérapie. Je pense que tout le monde en a entendu parler. Il n'y a pas eu beaucoup d'études sur l'immunothérapie et l'état nutritionnel, mais globalement, même si ce n'est pas du tout dénoué d'effets secondaires et ça entraîne un certain nombre de pathologies auto-immunes qu'il faut gérer, etc., quand même, je pense que ça a un effet moins direct et moins mécanique sur le vomissement, etc. Ce n'est pas pour ça qu'il faut remplacer la chimio par l'immunothérapie, parce que l'indication est avant tout oncologique. Le nutritionniste et la diététicienne, ils vont accompagner le traitement que va être proposé par l'oncologue, bien sûr. Mais je pense qu'on peut espérer aller avoir des progrès dans l'avenir avec des traitements qui sont mieux tolérés. Et ces immunothérapies, vous savez, elles ne marchent pas toujours, mais quand elles marchent, elles sont poursuivies pendant des mois et des mois et des mois avec des résultats parfois spectaculaires sur un cancer qui est maintenu et des gens qui finalement vivent un peu comme tout le monde. Donc, on n'a pas encore beaucoup de données, mais c'est un peu une piste d'espoir en tout cas. Et alors, chose dans l'avenir. Je continue dans la médecine fiction, dans la médecine du futur. Je vous livre brut la question, j'ignore totalement. On nous demande, est-ce qu'un jour on va avoir ces pilules alimentaires, et on nous dit celles que les astronautes utilisent pour aider le corps à maintenir un niveau minimum de protéines et de glucides. Alors, est-ce que ça existe? Et que prennent les astronautes? Moi, les gens ont peut-être lu dans la presse, justement. De mon avis de diététicienne, je ne serais pas favorable à ce genre d'utilisation parce que je pense que c'est important de maintenir une alimentation, le fait de travailler la déglutition, de maintenir une trophicité des muqueuses digestives, de continuer à faire fonctionner le système digestif, c'est extrêmement important. Et je ne pense pas que ce soit une solution à donner des pilules miracles comme ça qui maintiennent, qui apportent suffisamment de protéines et de calories. Donc voilà, après les compléments nutritionnels, l'avantage c'est qu'ils apportent ces protéines, ces calories sous un faible volume tout en
permettant de maintenir justement le fonctionnement du système digestif, la déglutition et tout. Et puis, il ne faut pas oublier, alors même si certains n'ont jamais eu de plaisir alimentaire dans leur vie, mais en tout cas, c'est quand même l'objectif de trouver son plaisir alimentaire, de pouvoir utiliser ce biais-là, parce que ce qu'il faut penser, c'est au moment T, mais aussi après. Hein, et donc, c'est ça qui est important. Donc après, je ne sais pas ce qu'en pense le professeur Hébuterne. Dans les programmes Apollo, au départ, ils ont créé le concept de space diet, l'alimentation de l'espace. C'était quoi? C'était une alimentation prédigérée avec des acides aminés plutôt que des protéines, des triglycérides de la chaîne moyenne, des glucides simples, etc. Le but, c'était que les astronautes aient moins de sel, parce que c'était un problème dans l'espace d'évacuer les sels. Voilà. Après, donc, ils ont plutôt ce concept d'alimentation lyophilisée qu'on retrouve également sur les gens qui font le Vendée Globe actuellement. Hein, il va falloir tenir 80 ou 100 jours dans un bateau, donc il ne peut pas charger trop, donc c'est l'alimentation lyophilisée. Mais mettre des calories dans une pilule grande comme ça ne le fait pas, quoi. C'est pas possible. Tout ce qu'on arrive à faire au mieux, c'est des compléments alimentaires. Sur une bouteille de 200 millilitres comme ça, vous arrivez à mettre 400 calories, Magali à peu près. Oh oui, même oui, jusqu'à 500 calories au moins dans 200 millilitres. Mais il faut un certain volume, sinon c'est plus possible, ça ne marche pas. Hein. Donc il n'y a pas la pilule miracle qui vous remplace le steak. Allez, dans les 4 minutes qui nous restent, 4 questions qui débordent un petit peu le champ des nutritions et cancers, mais vous êtes en milieu hospitalier. C'était un sujet d'abord qui était un peu évoqué dans le film. Comment rendre compatible pour des gens à qui on a dit pendant longtemps attention, il y a des régimes, des restrictions alimentaires, que ce soit au moment de la maladie du cancer ou au moment de l'avancée en âge, par exemple dans les EHPAD ou dans les maisons de retraite. C'était un peu évoqué dans le film, de tordre le cou, peut-être de dire à un moment donné, il faut oublier ces régimes, ces restrictions. Hier, dans le webinaire qu'on avait, Michel Delaunay disait le petit verre de vin qui fait bien et qui ouvre l'appétit, ou le CNO qui peut être rallongé avec un peu d'Armagnac, ben, s'il faut ça, il ne faut pas s'en priver. Jérôme, ma grand-mère, qui est morte vers 96 ans, du cœur, toute sa vie, elle a eu son cholestérol. Je ne peux pas manger ça à cause de mon cholestérol. Et ce qui était valable à 40 ans ne l'était évidemment plus à 90 ans. Donc, il faut vraiment être proactif, aller vers les gens en disant, mais non, maintenant, comme c'est très bien dit dans le film d'ailleurs, non, là, ce n'est pas important pour l'instant. Ce qui est important, c'est d'augmenter l'apport calorique et protéique parce que vous en avez besoin pour lutter contre votre cancer. On reviendra après à autre chose. Et pas le problème en nutrition, c'est que tout le monde a un avis. Donc, c'est l'entourage, les voisins, Internet, les médias, ce que vous voulez. Mais comment tu n'as pas donné tel complément alimentaire qui est génial pour guérir du cancer parce que je l'ai lu dans le bouquin d'un tel, etc. Je ne donnerai pas de nom. Et donc, voilà, il faut être proactif et il faut essayer de changer un petit peu l'état d'esprit des gens et bien expliquer que c'est passager hein, et que le but, c'est de revenir à autre chose. Et puis, ce que disait Magali, c'est capital, c'est de maintenir quand même un plaisir d'alimentation. Parce que c'est déjà pas marrant d'avoir une chimio pour un cancer du côlon si en plus on n'a plus aucun plaisir. Donc il faut essayer de concilier tout ça. C'est là qu'il y a besoin d'accompagnement. Et surtout, comme elle a bien dit Isabelle dans le film, c'est soyez très critique par rapport à ce que vous entendez, par rapport à ce qu'on va vous dire. Revenez vers vos professionnels de santé qui vont vous conseiller. On a la chance d'avoir en France des équipes de diététiciennes absolument extraordinaires dans nos établissements de santé. Et je pense qu'il faut vraiment les utiliser. Il faut faire comprendre, puisqu'on en est à la semaine de la dénutrition, il faut faire comprendre à nos dirigeants hospitaliers que, évidemment, la diététicienne ne va pas rapporter de l'argent directement à l'hôpital, mais dans le cadre de la prise en charge, c'est essentiel. Donc, il ne faut pas renier sur ce poste, entre guillemets. Hein. On y arrive, je vous rassure, hein, je ne suis pas défaitiste, voilà, mais c'est très important pour accompagner les patients. Allez, je vais très vite d'ailleurs sur ce dernier point. Hier, Éric Fontaine nous présentait une étude qu'il avait faite sur près de 60 000 journées ou patients. La durée moyenne de séjour, patient pas dénutri, 14 jours, dénutrition modérée, 17 jours, dénutrition sévère, 21 jours. Ça a donc évidemment aussi un impact sur le fonctionnement de l'hôpital et sur le coût de l'hôpital. Alors, j'ai une question là. Je veux vraiment qu'on arrive à répondre aux 3 dernières questions. Est-ce que vous avez une étude qui associe activité physique, on en a un petit peu parlé, et déclenchement de la sensation de faim, particulièrement pour les personnes engagées en traitement de chimio? En fait, la question plus largement, c'est quid de l'activité physique pour le patient touché par le cancer, justement pour éviter, pour maintenir justement une activité qui peut permettre de susciter l'appétit.
Magali, vous répondre? Alors, étude, ça, je vous laisserai répondre s'il y en a une qui existe, en tout cas précisément. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le fait de faire de l'activité physique va justement permettre de limiter ce catabolisme musculaire. Le fait que le muscle soit grignoté va favoriser l'anabolisme musculaire, donc refaire du muscle. Ça, c'est certain et c'est extrêmement important. Si on donne des protéines, si on donne des calories et qu'on ne bouge pas le muscle, elles ne vont pas être utilisées. Donc ça, c'est sûr. Après, sur des études très précises, exactement, ça, je laisse le professeur Abuter s'il a des références, en tout cas, à donner. Parce que là, je n'en ai pas comme ça. Ce n'est pas l'activité physique seule, c'est l'activité physique et la nutrition. Nous, on avait évalué ça. On avait fait faire du tapis roulant et puis une deuxième étude, on avait fait de la mesure entraîner les gens en force musculaire statique chez des patients dénutris qui étaient nourris en nutrition entérale. Et donc, effectivement, le fait d'avoir l'activité physique et la nutrition permettait d'améliorer plus vite l'état nutritionnel que sans activité physique et augmentait les agestats, c'est-à-dire qu'au début, les gens ne mangeaient pas grand-chose et au fur et à mesure qu'ils se renourrissent et qu'ils ont cette activité physique, ils mangeaient plus. Et ce qui était intéressant, c'est que les patients qui étaient entraînés, donc ils étaient entraînés 2-3 fois par semaine par une personne qui venait spécifiquement les entraîner, c'était de l'accompagnement, c'était du coaching. Et après, on avait un petit compteur, comme on a tous maintenant à nos montres, à nos téléphones, et bien on voyait qu'ils bougeaient plus spontanément. Très bien. Alors, 2 dernières questions. Alors là, qui sont plus larges. La question sur la pesée. Vous avez insisté sur le fait qu'il ne faut pas s'en tenir au poids déclaratif. Vous avez peut-être vu, on a fait avec le collectif de lutte contre la dénutrition, l'IFOP et la Fondation Jean Jaurès, un sondage assez inédit sur la dénutrition. Et on a posé la question, alors ce n'était pas à l'hôpital, c'était les consultations auprès de leur médecin. Et à la question, lorsque vous allez voir votre médecin généraliste, vous demande-t-il de vous peser lors de la consultation? Les réponses ne sont pas flamboyantes. C'est jamais dans 19% des cas, rarement dans 33%, c'est-à-dire dans 52% des consultations. Il n'y a pas de pesée pendant la consultation. Et à la question, est-ce que lorsque vous allez voir votre médecin, est-ce qu'il vous demande si vous avez perdu du poids, 76% des répondants indiquent que la question de la perte de poids éventuelle est rarement ou jamais abordée par le médecin. Question cash, est-ce qu'il n'y a pas un problème culturel, y compris dans le monde médical? Et là, on parle des consultations chez le généraliste, mais est-ce qu'à l'hôpital, la pesée est aussi systématique que ça? Est-ce que les dossiers médicaux, est-ce que la codification en tienne compte? C'est un vrai problème. Alors, je pense qu'il faudrait tempérer un peu ces chiffres désastreux par médecine aiguë, médecine un peu chronique. C'est sûr que vous pouvez voir votre médecin pour un rhume ou voilà, encore avec le Covid, il faut se méfier de tout. Mais disons que ça, c'est un peu autre chose. Mais dans la maladie chronique, c'est évident qu'il faut peser le patient à chaque fois. On le dit, vous avez cité tout à l'heure, Magali, les recommandations de prise en charge nutritionnelle de la personne âgée que j'avais pilotées avec Agathe Reynaud-Simon il y a quelques années et qui vont être actualisées fort justement. On avait dit chaque consultation, c'est écrit noir sur blanc, l'HAS, à chaque consultation, le médecin doit peser le patient âgé. Voilà. Dans une maladie chronique, c'est une évidence. Bien sûr que ce n'est pas toujours fait. Il faut l'organiser. Le système d'informatisation maintenant des dossiers médicaux parfois l'oblige. On est obligé d'avoir le poids, etc. Comme nous, on a un dossier maintenant qui se met en place où on va avoir un poids. Alors, on peut toujours marquer n'importe quoi aussi, je veux dire, voilà. Mais je pense que ce type de semaine de la dénutrition va contribuer à faire qu'on améliore ça progressivement. Voilà, mais ce n'est pas encore toujours fait. Je suis d'accord avec ça. Et voilà, il faut faire lever le patient, il faut l'amener à la balance, il faut le déshabiller. Au moins, on lui enlever les chaussures, laisser en chaussettes, après on laisse un peu le pantalon et la chemise. Voilà, mais ça prend du temps. Et les surprises qu'on a par rapport à un poids déclaratif, non, ça va, etc. Non, et dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs. Donc, il faut vraiment le faire. Et alors, dernière question, et promis, on vous libère après, qui est la question aussi, qui fait partie des choses qui pourraient s'améliorer, qui est est-ce que c'est une fatalité de ne pas très bien manger à l'hôpital? Pas forcément parce que ce n'est pas bon en soi, même si la question est posée. Dans le sondage, 88% des répondants plaident pour l'amélioration de la qualité des repas à l'hôpital. Est-ce que vous pensez qu'il y a là aussi des marges de progression? Il y avait un avis du Conseil national de l'alimentation sur alimentation à l'hôpital en 2017 qui posait la question, y compris de l'organisation des repas, du temps des repas, du lieu où on prend les repas. Hier, on a parlé du choix dans les repas, par exemple, proposés à l'hôpital. Est-ce que ce n'est pas là aussi un vaste chantier à ouvrir dans les mois et les années à venir?
C'est le domaine de Magali Ponce. Oui, oui, c'est un levier extrêmement important, hein, ça c'est sûr. Hein, le fait d'améliorer la prestation alimentation dans l'hôpital, à la fois sur la qualité de ce qui est servi, dans les horaires de repas, en limitant les périodes de jeûne, notamment nocturnes, mais également dans la présentation, les contenants qui sont utilisés, éviter les contenants plastiques, utiliser plutôt de la porcelaine, etc. Il y a vraiment énormément encore de travail à faire, mais il y a quand même déjà pas mal d'établissements qui font cet effort. Après, on reste, ça sera toujours compliqué, hein, on reste dans l'environnement de l'hôpital, dans du collectif au niveau de l'alimentation. On n'est pas chez soi, on est dans un contexte différent et on n'aura jamais l'alimentation qu'on a à la maison. Mais après, on peut tendre en tout cas vers la qualité nutritionnelle de ce qui est servi et puis voilà, essayer de faire en sorte que les patients arrivent à prendre un minimum de plaisir dans ce qui est dans l'assiette servie sur le plateau. Ça, c'est sûr. On est à moins de 3 euros en matière première. C'est ça, il faut mettre les moyens. Alimentaire à l'hôpital, c'est Éric Fontaine qui le dit. Il faut mettre les moyens là-dessus, ça c'est sûr. Donc, ça fait partie des combats que mène justement le collectif, y compris sur ceux du renforcement de la prise en compte des questions de l'alimentation à l'hôpital, en nombre de médecins nutritionnistes, de diététiciens, etc. Écoutez, merci infiniment. On avait dit 1 heure, on a tenu 1 heure. Merci beaucoup, c'était passionnant. Je remercie à nouveau Idealco de nous avoir accueillis. Je remercie Christelle Césari qui a préparé avec vous deux ce webinaire. On termine avec vous donc le cycle des webinaires organisés par le collectif de lutte contre la dénutrition, mais il y en a plein d'autres qui continuent et je veux juste attirer votre attention. Aujourd'hui à 19 h, l'association des jeunes gériatres organise sur son site un webinaire, donc allez-y. Il y a plein de sujets qui vont être abordés. Donc, 19 h, 20 h 30, organisé par l'association des jeunes gériatres. Et puis demain, un autre webinaire à 14 h, organisé par notre partenaire Silver Fourchette, qui va particulièrement parler de la dénutrition en EHPAD et prolonger beaucoup des échanges que nous avons eus. Voilà, à toutes et à tous, merci infiniment. Rediffusé prochainement donc, sur le site du collectif de lutte contre la dénutrition. Et écoutez, encore 2 jours pour se mobiliser et surtout faire en sorte que la dénutrition devienne une priorité des politiques de santé publique tout au long de l'année. Voilà, merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci à tous. Et je rajouterai juste un dernier petit point, c'est qu'on peut vous donner rendez-vous également pour aborder toutes ces questions, alors pas particulièrement de la qualité de l'alimentation, mais en tout cas de la prise en charge des seniors, des personnes âgées et handicapées. Au cours donc le 1er décembre en 100% connecté. On se retrouvera tous sur la plateforme Evenco pour la journée de Longevity Bordeaux, qui donc permettra de rassembler l'ensemble des acteurs de la Silver Economy, le secteur public, le secteur privé, tout ça dans l'esprit d'essayer de réfléchir après cette crise sanitaire que nous avons vécu et que nous continuons malheureusement à vivre, eh bien de comment réinventer cet écosystème qui doit prendre en charge les plus fragiles. Voilà, donc l'inscription est gratuite. À partir de Congrès Longevity, vous avez une inscription directe à partir du site. Magali, professeur, mon cher Jérôme, c'était un plaisir de vous accueillir et je pense qu'on peut déjà se donner rendez-vous dès l'année prochaine pour continuer à perpétuer cette dynamique de sensibilisation aussi bien envers les usagers qu'envers les organisations institutionnelles qui permettent d'accueillir et de nous faire tous vivre plus longtemps et si possible bien vivre également. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée et merci auprès des 200 personnes qui sont connectées aujourd'hui, 187 exactement, entre Vimeo et Zoom, et pour toutes les questions qui ont permis bien sûr de poursuivre les réflexions communes et de continuer à travailler sur cette formation qui nous est si chère. Voilà, merci à toutes, passez une très bonne journée. Merci bien. À très vite, le plaisir de vous retrouver. Bonne journée, au revoir.